Ce chantier a été lancé il y a 35 ans et aujourd'hui, il n'est terminé qu'à 18%. Depuis, son budget a été multiplié par 6 et il provoque régulièrement des manifestations houleuses, des polémiques et de nombreux débats. L'ambition ? Construire le plus grand tunnel ferroviaire du monde. Non, ce n'est pas un projet farfelu de milliardaires, je te parle du chantier le plus controversé du siècle, le Lyon-Turin. Avant d'attaquer ce sujet brûlant, sache qu'on ne l'a pas fait seul, mais avec une vraie star du rail, Thierry de la chaîne Aiguillage, qui a accepté d'être notre expert pour cet épisode, vraiment pas simple à traiter. N'est-ce pas Thierry ? Je confirme, le Lyon-Turin, c'est un sujet qui fait énormément polémique et pour des raisons très concrètes. Un budget global qui a été multiplié par 6 depuis l'origine, 18 ans de retard au compteur et un bilan environnemental que ses propres promoteurs préfèrent ne pas trop afficher. Mais je ne vais pas sauter les étapes, on va y revenir très vite. Le projet, c'est donc de créer une ligne qui doit relier Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, au Val de Suse, dans le Piémont italien. Cette infrastructure permettra donc d'accueillir la future ligne Lyon-Turin, qui s'étendra sur 270 km, dont 70% en France et 30% en Italie. Concernant le tunnel, on parle de 57 km creusés sous le sol du Mont-Cenis, soit le plus long tunnel ferroviaire du monde. Une infrastructure présentée comme révolutionnaire, tant pour le transport de voyageurs que pour le fret transalpin, qui n'est vraiment pas simple. Mais les promesses dans le ferroviaire, on les connaît. Alors pour comprendre les enjeux réels, il faut remonter dans le temps. Et plus précisément, en 1991, lors de la Convention alpine, l'Italie et la France officialisent leur volonté de co-construire un tunnel ferroviaire sous les Alpes. 3 ans plus tard, en 1994, au sommet d'Essen, l'Europe l'inscrit parmi les 14 priorités de son tout nouveau réseau transeuropéen de transport, le RTE-T. Le Lyon-Turin n'est plus un projet franco-italien, c'est un projet européen. Mais attention, ce n'est qu'une volonté. Malgré ce label et les premières études de terrain, le projet stagne pendant des années, jusqu'à ce drame. Plusieurs heures après le début de l'incendie, d'épaisses fumées se dégagent encore des bouches d'aération du tunnel du Mont-Blanc. Il est 11h hier matin lorsqu'un premier camion prend feu pour une raison inconnue, à mi-parcours dans le sens France-Italie. L'incendie va durer 53 heures et causer 39 morts. Le tunnel restera fermé pendant 3 ans. Et les conséquences se font vite ressentir. Tout le trafic de poids lourds qui passait par le Mont-Blanc se reporte massivement sur la vallée de la Maurienne. Et c'est ce chaos routier qui va vraiment relancer le projet de tunnel ferroviaire transalpin. Mais bon, comme tu le sais sans doute déjà si tu regardes nos vidéos, construire une infrastructure ferroviaire, c'est long, très long. Et le Lyon-Turin, c'est justement l'exemple parfait d'un projet qui a tellement traîné qu'il a changé de visage au fil du temps. Au départ, l'idée était assez simple, créer une liaison plus rapide et plus fluide pour les voyageurs entre la France et l'Italie. En gros, rapprocher Lyon de Turin, Paris de Milan et mieux connecter les deux côtés des Alpes. Sauf qu'aujourd'hui, quand on lit les communiqués officiels, le cœur du discours n'est plus vraiment le même. On parle beaucoup plus de fret, de transport de marchandises, de grands corridors économiques entre Lisbonne et Budapest, et bien sûr d'urgence climatique. Et ce glissement, il est intéressant, parce qu'il montre que le projet ne se justifie plus exactement comme au départ. Quand les prévisions de trafic voyageurs ont été revues à la baisse, l'argument du fret est devenu central. Quand l'intérêt économique a été contesté, l'argument climatique a pris de plus en plus de place. Alors attention, ça ne veut pas dire que ces arguments sont forcément faux, le fret et le climat sont évidemment de vrais sujets, mais ça pose quand même une question. Est-ce que le Lyon-Turin répond à un besoin clair depuis le début, ou est-ce qu'on a adapté le discours au fur et à mesure pour continuer à défendre un projet déjà lancé? Et cette question devient encore plus importante quand on regarde le calendrier. À l'origine, l'achèvement du tunnel était prévu pour 2015. Lors d'un audit de la Cour des comptes européenne en 2020, l'échéance était plutôt repoussée à 2030 et désormais, elle est fixée à 2033. Donc, si on compare à la promesse initiale, on parle de 18 ans de retard. De son côté, TELT, pour tunnel Euralpin Lyon-Turin, le promoteur franco-italien du projet, ne reconnaît que 3 ans de décalage puisqu'il prend comme référence le calendrier contractuel de 2030. Et ce n'est pas tout, parce que même si le tunnel ouvre en 2033, la liaison complète, c'est-à-dire le tunnel et les voies d'accès nationales, ne serait pas prête avant 2045. Et tiens, justement, parlons du financement parce que c'est aussi un sacré chantier. La répartition est fixée par l'accord de Rome de 2012. L'Union européenne prend en charge 50% du coût. L'Italie, 30%, la France, 20%. C'est le 3e investissement le plus important de l'Union européenne parmi 134 projets d'infrastructure prioritaires.
Et la gouvernance, ça s'organise comment? TELT est détenu à égalité par les deux États via le ministère des Transports côté français et les Ferrovie dello Stato Italiane, l'équivalent de notre SNCF côté italien. Mais cette structure n'a pas toujours existé. Jusqu'en 2015, c'est une société appelée LTF, pour Lyon-Turin Ferroviaire, qui gérait le projet. Sauf que LTF a été conçue uniquement pour les études et la reconnaissance géologique. Elle n'avait ni le mandat, ni les outils pour bâtir un chantier d'une telle ampleur. Il fallait quelque chose de plus solide. C'est l'accord de Rome qui donne le top départ aux travaux définitifs et TELT naît dans la foulée en 2015. Merci Thierry. Et ce changement de gouvernance arrive au même moment qu'une décision énorme. On abandonne l'idée d'un seul tunnel pour construire 2 tunnels côte à côte, un pour chaque sens de circulation. Tout simplement parce que les règles de sécurité européennes ont changé, notamment après la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc. L'objectif, c'est qu'en cas d'accident, on puisse évacuer les passagers plus facilement et éviter qu'un incident bloque tout le tunnel. C'est bien, mais forcément, ça change complètement l'ampleur du chantier. Au total, il faut creuser 164 km de galeries et le coût de référence passe de 5 à 8,6 milliards d'euros. Et encore ça, ce n'est que le début. Mais avant de continuer, je voulais te parler du projet le plus dingue qu'on ait lancé depuis la création de notre média, le club Ourail. Ça fait des années qu'on vous partage un tas d'infos, d'itinéraires, de bons plans et j'en passe pour vous aider à voyager plus facilement tout en économisant et on a voulu rendre ça encore plus concret en créant carrément une communauté de voyageurs et de voyageuses. Aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 2000 membres et on vous remercie, déjà parce que cette nouvelle source de revenus pourrait nous faire gagner en indépendance éditoriale et nous rendre plus pérenne. Ensuite, parce que c'est beaucoup plus agréable d'échanger avec les amoureux du voyage en train. Je vous avoue qu'on se sent un peu moins seul et on adore avoir vos retours d'expérience. Si jamais tu ne connais pas le club, il permet de profiter de la version premium de notre application en avant-première, d'assister à des événements pour rencontrer la communauté et le meilleur pour la fin, de profiter d'un tas de réductions négociées avec nos partenaires. Par exemple, en ce moment, il y a moins 20% sur tous les trains Freccia pour voyager en Italie, moins 25% sur les trajets GoVolta et encore bien d'autres réductions. Je te mets le lien en bio pour que tu découvres tout ça tranquillement. Voilà, j'ai assez retenu ton attention. On retourne à notre sujet, ou plutôt à la question existentielle de ce sujet qu'on a un peu oublié depuis le début. À quoi ce tunnel va-t-il vraiment servir et est-ce que le jeu en vaut le prix ? Commençons par ce qui ne fait pas de débat. Le Lyon-Turin fera gagner du temps, beaucoup de temps. Aujourd'hui, Lyon-Turin en train, c'est 4 heures. Avec la nouvelle ligne, 2 heures. Paris-Milan passerait donc de 6h30 à un peu plus de 4 heures. Et ça, c'est de centre-ville à centre-ville. Mais alors, si tout le monde s'accorde là-dessus, pourquoi est-ce que ça débat autant ? L'une des raisons, c'est qu'il existe déjà un couloir alpin entre la France et l'Italie. Le tunnel ferroviaire du Fréjus qui relie Modane à Bardèche et fait 13 km. Il date de la fin du 19e siècle, mais il a subi plusieurs modernisations, agrandissements, électrification, mise aux normes. Aujourd'hui, il est toujours en service avec un trafic mixte voyageurs et fret. Et il permet même le transport de camions sur des wagons, c'est ce que l'on appelle l'autoroute ferroviaire. Sauf que ses limites sont bien réelles, une pente de 30 pour 1000, un tracé sinueux, une longueur maximale des trains de 550 mètres contre 750 pour les normes européennes actuelles. Et surtout, en termes de fréquentation, les chiffres ont bien chuté. En 1984, 8,1 millions de tonnes de marchandises ont traversé ce passage. En 2021, seulement 2,7 millions de tonnes. Divisé par 3 en 40 ans. Et c'est justement sur cette information que le débat devient vraiment intéressant. Parce que sur le papier, on pourrait se dire pourquoi construire un tout nouveau tunnel à plusieurs milliards d'euros alors que l'ancien n'est même pas saturé et qu'il suffirait simplement de l'améliorer. Sauf que pour les défenseurs du projet, le problème n'est pas seulement une question de place disponible, c'est aussi une question de performance. Le tunnel du Fréjus existe, oui, mais comme Thierry nous l'a expliqué, il est ancien et difficilement praticable. C'est donc compliqué de faire circuler des trains de fret longs, lourds et compétitifs selon les standards européens actuels. Il faut donc une infrastructure pensée pour le fret moderne. Et du fret à faire basculer, il y en a. Chaque année, environ 3 millions de poids lourds circulent entre la France et l'Italie. Avec la nouvelle ligne transalpine, l'objectif serait d'en retirer 1 million des routes. Mais là encore, il y a un paradoxe. Si le potentiel de fret est si énorme, pourquoi le rail recule-t-il déjà autant sur cet axe ? Et c'est là qu'on touche au vrai cœur du sujet. Le Lyon-Turin n'est pas seulement un débat sur un tunnel, c'est un débat sur notre capacité à organiser un vrai report modal. Parce qu'un tunnel, même ultra
ultra performant ne suffit pas à lui seul à faire monter les marchandises dans les trains. Il faut aussi des prix compétitifs, des opérateurs prêts à s'en servir, des politiques publiques cohérentes, des taxes sur la route, des sillons disponibles, des plateformes logistiques et une vraie stratégie sur le long terme. La comparaison avec la Suisse est d'ailleurs très parlante. Là-bas, à travers les Alpes, c'est presque l'inverse. Aujourd'hui, 69% des marchandises passent par le rail. Entre 2007 et 2020, 3 tunnels ferroviaires alpins ont été construits en Suisse. Et ça, c'est simplement parce que le pays a mené une politique très volontariste pour décourager le transit routier et favoriser le train. Et pourtant, on parle des mêmes montagnes et des mêmes contraintes géographiques. Voilà, petit clin d'œil pour nos amis suisses. On a d'ailleurs réalisé un décryptage complet sur le réseau ferré suisse, qui est l'un des plus performants et des plus fiables au monde, pour essayer de comprendre leurs secrets et voir si on pouvait s'en inspirer. Et j'en profite pour t'inviter à nous aider en cliquant simplement sur un petit bouton. C'est gratuit et ça prend littéralement une seconde. C'est de t'abonner à la chaîne d'Aiguillage et à la chaîne Ouraille pour continuer à nous donner du courage à créer ce type de contenu qui nous demande beaucoup de travail et qui est toujours fait avec amour. Allez, on revient à notre cher tunnel. Finalement, la question serait peut-être, est-ce qu'on est prêt à mettre en place tout ce qui permettra vraiment à ce tunnel de servir à quelque chose? Et on revient à ce qu'on disait au départ, l'utilité qui semble incontestable sera plutôt côté voyageurs. Paris-Milan en avion, c'est aujourd'hui plus de 50 000 passagers par mois, l'un des axes les plus fréquentés d'Europe. Et pourtant, en comptant l'accès à l'aéroport, l'enregistrement, les contrôles, la navette pour rejoindre le centre de Milan, le voyage prend en réalité bien plus de temps que l'heure et demie de vol affiché. À Paris-Milan en train en 4h10, de centre-ville à centre-ville, ce serait globalement plus rapide et surtout beaucoup moins polluant. Le précédent de l'Eurostar le montre, quand le train devient compétitif sur un axe, les voyageurs basculent et l'avion est relégué à une part marginale. Sauf que tout ça a un prix. Et là, on entre dans la partie qui crée le plus de polémiques. Le budget du tunnel de base est passé de 8,6 milliards d'euros à l'origine à 11,1 milliards en 2024. Mais attention, ça c'est uniquement pour le tunnel. En ajoutant les voies d'accès françaises et italiennes, la Cour des comptes estimait déjà le coût global à 26 milliards en 2012. Depuis, aucune estimation officielle globale n'a été rendue publique. Dans le débat public, on parle de 30 milliards en intégrant l'inflation et la hausse des matériaux. On parle quand même de l'équivalent du PIB d'un pays entier comme Chypre. Et encore, côté accès français, c'est le flou total. Le projet est toujours au stade des études de tracé, sachant que des tunnels devront être creusés sous les massifs de Chartreuse et de Beldonne. Bref, on a encore du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Et tu n'es pas au bout de tes peines, Lisa, parce que malgré tout ça, le chantier devra aller jusqu'à son terme, quoi qu'il arrive. Tout simplement parce que, en 2025, les deux États et la Commission européenne ont signé un engagement commun, indépendamment des modalités et des calendriers de financement. On peut donc dire que le Lyon-Turin est irréversible, même avec seulement 18% des tubes creusés. Et c'est précisément cette irréversibilité qui met le feu aux poudres depuis 30 ans. Et là, on arrive à l'un des plus grands paradoxes de ce projet. Parce que comme on l'a vu précédemment, le Lyon-Turin est présenté comme une promesse écologique. Moins de camions, plus de fret ferroviaire, moins d'émissions de CO2, et pourtant, ce projet est contesté depuis des décennies par une partie des mouvements écologistes. Tout simplement parce que pour faire rouler des trains, il faut d'abord construire des ouvrages. Creuser dans la montagne, déplacer des tonnes de matériaux, artificialiser des sols, parfois exproprier des habitants ou traverser des milieux naturels très fragiles. Et c'est tout le paradoxe du ferroviaire. Le train est beaucoup plus écologique à l'usage, mais sa construction, elle, demande des chantiers très lourds. La grande question qu'il faut se poser pour tout projet est donc, à partir de quand l'impact du chantier est compensé par les bénéfices environnementaux qu'il permet ensuite? Et pour répondre à ça, il faut des études solides, transparentes, actualisées, qui prennent en compte le coût, le trafic réel attendu, les émissions évitées, mais aussi les dégâts sur les territoires traversés. Et le souci avec le Lyon-Turin, c'est que toutes ces infos précises, on les a pas. Et justement, on va reparler de ces problématiques environnementales dans notre prochaine vidéo qui sera un décryptage en immersion dans le chantier qui veut révolutionner le train en France. Tu vas voir, c'est assez fou et c'est l'une des premières vidéos de ce style sur notre chaîne, donc n'oublie pas de t'abonner pour ne pas la louper. On retourne au Lyon-Turin. Eh bien, figure-toi que là où la lutte est la plus vive, c'est du côté italien. Plus précisément dans le Val de Suse, une vallée alpine située entre la frontière française et Turin. C'est là qu'est né le mouvement Notave, ce qui veut dire non au train à grande
grande vitesse. Pourquoi là? Parce que pour beaucoup d'habitants, il est arrivé comme un projet imposé d'en haut, sans vraie concertation locale, dans une vallée qui a déjà vu passer beaucoup de grands axes, beaucoup de travaux et beaucoup de nuisances. Et dans le Val de Suse, ça ne passe pas. Pas seulement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons identitaires très profondes. En creusant un peu, on comprend que les habitants tiennent à leur vallée et qu'ils ont une longue histoire de résistance face à ceux qui veulent en faire un simple lieu de passage. Complètement. Par exemple, au XVIe siècle, pendant les guerres d'Italie, les habitants du Val de Suse dressaient déjà des barricades contre les armées françaises qui voulaient forcer le passage. Alors, quand le Lyon-Turin débarque, les Valsusains ont un slogan tout trouvé. Non siamo un corridoio, siamo un passaggio. C'est-à-dire, nous ne sommes pas un couloir, nous sommes un passage. Merci pour ce bel accent italien, Thierry. D'ailleurs, cette phrase résume assez bien le cœur du conflit. Pour les promoteurs du projet, cette vallée est un maillon stratégique d'un grand corridor européen. Mais pour une partie de ses habitants, c'est d'abord un territoire de vie, pas juste un trait sur une carte. Côté français, la contestation est arrivée un peu plus tard, notamment avec des collectifs comme Notave Savoie, Vivre et Agir en Maurienne, mais aussi des mouvements comme les Soulèvements de la Terre, Extinction Rebellion, les Amis de la Terre, Sudrail ou la Confédération Paysanne. En juin 2023, la mobilisation, le réveil des montagnes, rassemble plus de 1000 militants en Maurienne. En mars 2025, Extinction Rebellion distribue 10 000 fausses lettres officielles de Telt dans les boîtes aux lettres de Maurienne. Telt portera même plainte pour usurpation d'identité, ce qui fera beaucoup parler du sujet. Et tout récemment, dans la nuit du 22 au 23 mai 2026, des militants se sont même introduits dans 3 chantiers lyonnais pour accrocher des banderoles sur des grues en lançant ce qu'ils appellent le printemps des luttes locales. Et ce qui est intéressant, c'est que cette opposition ne vient pas seulement de militants écologistes ou d'habitants mobilisés, elle vient aussi d'élus locaux. Et ça pourrait changer beaucoup de choses. Effectivement, 150 élus locaux réunis dans le CEPUR, le collectif d'élus pour l'utilisation du réseau ferroviaire existant, ont saisi le Conseil d'orientation des infrastructures pour réclamer une évaluation indépendante du projet. Et selon eux, un courrier du ministère des Transports de 2025 le confirme noir sur blanc, aucune évaluation socio-économique des accès français n'a jamais été réalisée. Et ça, c'est problématique parce qu'un projet de cette ampleur, ça crée forcément des dégâts, alors si c'est mal contrôlé, ça fait vraiment peur. Et les chiffres qu'on connaît déjà concernant l'impact environnemental, c'est pas joli. La construction de la liaison et de ses accès générait environ 10 millions de tonnes de CO2. Et selon la Cour des comptes européenne, pour rembourser cette dette carbone, il faudra au minimum 25 ans après la mise en service. Et peut-être 50 ans si le trafic n'atteint que la moitié des prévisions. Et tu n'es pas au bout de tes surprises car il existe un autre sujet brûlant, celui de l'eau. Percer 57,5 km sous un massif alpin, ça ne se fait pas sans traverser des dizaines de nappes phréatiques. Dès 2006, un rapport de la Commission européenne estimait que jusqu'à 125 millions de mètres cubes d'eau seraient drainés chaque année pendant le creusement. En 2003, à Villarodin-Bourget, quand les premières petites galeries commencent à être creusées, la source qui alimentait 500 habitants en eau potable se tarit d'un coup. Du jour au lendemain, plus d'eau. Telt a dû construire 5 km de tuyaux pour alimenter le village. Depuis, plusieurs dizaines de sources se sont taries ou ont perdu du débit en Maurienne. Et au-delà de l'eau, les impacts continuent de s'accumuler. On parle aujourd'hui d'environ 1500 hectares de terres agricoles détruites, 6800 expropriations, des millions de tonnes de déblais à évacuer par camion dans des vallées de montagnes déjà saturées et 15 zones géologiques traversées, dont plusieurs abritent des écosystèmes alpins particulièrement fragiles. Voilà, tu l'auras compris, tous ces chiffres posent une vraie question. Est-ce que ce projet en vaut vraiment la chandelle? Parce qu'on parle de dizaines de milliards d'euros mobilisés pour une infrastructure dont l'utilité complète est repoussée à 2045. Et forcément, dans un pays où des petites lignes ferment faute de financement, la question se pose. Est-ce que cet argent aurait pu produire des bénéfices climatiques et sociaux plus immédiats s'ils avaient été investis ailleurs dans le réseau existant? En effet, mais je me permets de rajouter un peu de nuance parce qu'il faut quand même replacer ce projet dans son contexte d'origine. Le Lyon-Turin est né dans l'Europe post-guerre froide, une époque où construire des ponts entre les nations était une priorité absolue. Le corridor de Lisbonne à Budapest, c'était la vision d'une Europe qui se réconcilie par le mouvement et les échanges. On peut certes critiquer les dérives du projet, son opacité, ses délais, ses coûts, mais cette ambition-là mérite qu'on la prenne au sérieux. Ce que cette histoire nous apprend surtout, c'est que les grands projets d'infrastructure ont une vie propre. Ils sont actés dans un certain contexte et traversent des crises. Et une fois lancés, ils deviennent presque impossibles à arrêter, même quand les raisons de les questionner s'accumulent. Voilà, je te laisse sur ces mots, Lisa.
Mais si tu souhaites prolonger ta réflexion sur le monde des chemins de fer, je t'invite à venir faire un tour sur ma chaîne Aiguillage. J'y explore l'histoire, les enjeux et le fonctionnement de l'univers ferroviaire. Mais surtout, tu pourrais y découvrir le train comme tu ne l'as jamais vu. Merci beaucoup Thierry pour ton éclairage, c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo à tes côtés. Et toi, derrière ton écran, si tu es comme nous, amoureux des trains, je t'invite évidemment à découvrir la chaîne Aiguillage si tu ne connais pas. Merci également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un sujet dense, donc c'était difficile de parler de tous les aspects du projet. Je t'invite donc à le compléter si tu le souhaites en commentaire et à nous faire tes retours. Et bien sûr, si tu veux nous soutenir, abonne-toi à la chaîne. Ça donne beaucoup de force et d'amour à toute l'équipe qui travaille dur derrière ces contenus. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.